Nous allons poursuivre donc avec une table ronde qui va être consacrée donc à l'éclairage national et international, donc à la veille de la conférence d'Alzheimer Disease International organisée à Lyon en 2026. Et donc je vais appeler à me rejoindre Capucine Hullian. Donc Capucine Hullian, qui est conseillère médicale sur les politiques de l'autonomie des personnes âgées et handicapées, donc à la Direction générale de la cohésion sociale. Bonjour, bienvenue à vous. Paola Barbarino, qui est directrice d'Alzheimer Disease International, et Lorraine Gilly, responsable du suivi des politiques publiques de France Alzheimer et maladies apparentées. Bonjour mesdames. Et merci encore d'avoir accepté de participer à cette très belle table ronde. Capucine Hullian, on va peut-être commencer avec vous pour un éclairage national. Ensuite, on traversera les frontières. On a évoqué, bien évidemment, la stratégie nationale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte elle a été élaborée ? Oui, donc bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter la stratégie nationale des maladies neurodégénératives, donc qui a été publiée en septembre 2025. Donc peut-être pour vous faire un peu de contexte, c'est vrai que c'était quand même une victoire, cette publication début septembre, dans un contexte politique particulier, mais surtout dans un contexte sur les maladies neurodégénératives où on avait vu une sorte, est-ce qu'on peut parler d'errance peut-être, mais le dernier gros plan national, il datait de 2014-2019. Ensuite, on avait eu une stratégie à 2 ans, fixée pendant le Covid-19, donc pendant une période assez particulière, et après une longue période de concertation à laquelle France Alzheimer a participé activement. Mais donc, c'est déjà une première victoire de se dire qu'en septembre, la France s'est dotée d'un plan interministériel, donc qui implique le ministère de la Recherche, de la Santé, des Solidarités, et elle s'est fixée une série d'objectifs à 5 ans. On a choisi la temporalité 2025-2030. Cette stratégie, quand on la présente, ce que je vais faire tout de suite, on la place vraiment comme une stratégie de préparation. C'est se dire qu'aujourd'hui, on est dans une période de vieillissement de notre population en France. Et donc, l'âge étant un des principaux facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, on va aussi avoir une augmentation du nombre de patients dans les années qui arrivent. Avec le chiffre a été cité tout à l'heure, on dit 220, 225 000 nouveaux cas par an. Potentiellement, en 2050, on sera à 500 000 nouveaux cas par an de maladies neurocognitives. Donc, c'est comment on prépare notre système du diagnostic à la prise en charge et comment on commence aussi à mettre des financements nouveaux pour créer plus de structures et laisser le temps à des services, à des établissements de se créer pour pouvoir accompagner le vieillissement de la population et donc l'augmentation du nombre de patients demain. Et l'autre clé de lecture aussi pour comprendre cette stratégie, c'est d'écouter le souhait des Français de vouloir vieillir à domicile. Et donc, c'est comment on mise sur des dispositifs qui existent déjà, qui se sont structurés depuis les 20 dernières années, mais on va renforcer et créer des nouvelles équipes et des nouveaux services pour permettre aux gens de vieillir chez eux. Voilà ce qui a vraiment conduit et ce qui a accompagné l'écriture de cette stratégie qui a été publiée en septembre. D'accord. Alors Virginie Aouaro nous la présentera très en détail. Mais si vous deviez citer quelques priorités sur vraiment quel axe vous mettriez l'accent ? J'en ai plusieurs, je vais vous en citer 3. La première, elle est une conséquence directe de l'augmentation du nombre de patients qui va arriver dans les prochaines années. Donc on va avoir un espace public potentiellement dans lequel il va y avoir de plus en plus de personnes avec des troubles neurocognitifs. Donc c'est comment on prépare cet espace public à l'arrivée et la vue aussi de plus en plus de patients. Donc pour ça, on a des mesures qui sont assez classiques dans une stratégie, mais des mesures de communication, grand public aussi pour sensibiliser aux troubles neurocognitifs, la première chose. Et puis, on a inscrit aussi la formation de tous les agents publics, notamment de France Service par exemple, des gens qui sont au contact de la population pour pouvoir les former aux troubles neurocognitifs et donc qu'ils aient une posture et des actions plus adaptées. Et
on a poussé la formation aussi, on en parlait ce matin et donc c'est dans la continuité, c'est comment on forme l'entièreté des personnes qui vont agir au quotidien auprès des personnes malades et de leurs familles et de leurs aidants. Donc on a une mesure sur la formation des aides à domicile, comment elles aussi on va les former à avoir la bonne posture, beaucoup en début de pathologie aussi. Est-ce que ça va être sur le repérage ou après sur l'accompagnement des troubles légers à modérés? On a une formation qui est prévue pour l'entièreté des professionnels de santé, mais je pense que la DGOS en reparlera cet après-midi, la Direction générale de l'offre de soins, pardon. Et enfin, la formation des professionnels d'EHPAD. Comment demain, on a des professionnels à l'intérieur de ces structures qui sont en capacité, par exemple, de faire des interventions non médicamenteuses pour les troubles psychocomportementaux et les troubles avancés. Donc voilà, un gros package sur la formation et se dire qu'on a un écosystème qui est prêt à accueillir plus de patients et à les accompagner correctement aussi. Ensuite, la deuxième priorité peut-être de cette stratégie, c'est de renforcer et d'avoir des dispositifs plus accessibles. Pareil, ça a été évoqué un peu dans la précédente table ronde, on a des délais d'attente qui s'allongent aujourd'hui. Donc en fait, comment l'idée pendant les 5 prochaines années, c'est alors d'abonder avec des financements pour avoir des dispositifs qui soient plus gros ou plus nombreux. On a une action notamment au niveau du diagnostic pour renforcer la capacité diagnostique et puis après sur la prise en charge qui est un peu la spécialité de la Direction générale de la cohésion sociale sur ces troubles. Vous connaissez peut-être les équipes spécialisées Alzheimer qui sont 500 aujourd'hui, qui prennent en charge plutôt des personnes avec des troubles légers à modérés à domicile. Ce qu'on a posé dans la stratégie, c'est le doublement de ces nombres d'équipes. Donc en 2030, d'en avoir 1000. Ça va permettre d'accompagner l'augmentation de patients et puis déjà dans un premier temps de réduire le délai d'attente qui aujourd'hui, ce qui nous remonte, c'est qu'on est entre 4 mois et demi et 6 mois d'attente, voire peut-être dans certaines régions 1 an. Donc en fait, comment on rend ce dispositif plus accessible? On compte faire la même chose avec l'accueil de jour. L'accueil de jour, par contre, on sait qu'aujourd'hui, on a une occupation qui n'est pas forcément à 100%, parce qu'il y a des difficultés d'accès, le transport notamment. Donc, ce qu'on a inscrit aussi dans cette stratégie, c'est de se dire, on se pose d'abord sur le cadre économique et réglementaire de l'accueil de jour, et ensuite, on crée de la place. Et enfin, je fais un peu par gradation de niveau de trouble, on a aussi inscrit la systématisation des PASA, donc des pôles d'activité et de soins adaptés en EHPAD, pour que demain, on ait une unité spécialisée pour l'accueil des troubles neurocognitifs en EHPAD, ce qui semble assez cohérent quand on voit que dans un EHPAD aujourd'hui, on a 70 à 80% de personnes qui ont des troubles neurocognitifs. Donc c'est de se dire, voilà, on met aussi de l'argent pour que demain, dans 100% des EHPAD, on ait une unité adaptée. Et enfin, je vais finir avec le troisième peut-être zoom, parce que vraiment, ça a été évoqué à de nombreuses reprises ce matin sur les malades jeunes. On a une mesure aussi prévue avec, dans un premier temps, plutôt une cartographie de l'offre qui est aujourd'hui l'offre d'hébergement, qui est aujourd'hui adaptée pour les personnes âgées, parce qu'on voit des innovations qui sont nées dans les territoires ces dernières années. Donc, on a des unités déjà spécifiques dans certaines régions pour les sujets jeunes, et d'avoir aussi en parallèle plutôt une expression du besoin. Qu'est-ce qu'on a évoqué le modèle de masse, de maisons d'accueil spécialisées qui sont plutôt du monde du handicap. Je visitais il y a quelques semaines un projet de colocation Alzheimer pour les sujets jeunes, par exemple. Donc en fait, on voit qu'on a des modèles avec des accompagnements différents. Donc pendant l'année ou l'année et demie qui vient, on a plutôt envie de faire un recueil des besoins pour essayer de cadrer les structures qu'on va créer. Et ensuite, on est aussi allé négocier des financements dans le cadre de cette stratégie pour déployer dans toutes les régions des structures adaptées. Merci beaucoup. Et donc, j'ai peut-être une dernière question sur les aidants. Si vous aviez un ou deux messages à leur adresser, ils sont très nombreux dans la salle. Vous aviez là aussi entendu pendant la première table ronde de multiples préoccupations. Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui ? Peut-être déjà commencer par les remercier pour leur engagement quotidien, parce que pour toute personne qui a été confrontée à la maladie d'Alzheimer ou à d'autres maladies neurocognitives, on sait la complexité que peut représenter l'accompagnement au quotidien. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai pas dit ce qu'on allait faire, donc c'est la deuxième étape. Vous le savez peut-être, le soutien aux aidants, depuis 2022, ça a été affiché par Emmanuel Macron comme une politique prioritaire du gouvernement. Donc il y a une volonté
de mailler l'entièreté du territoire de plateformes de formation et de répit, notamment. Je regardais les chiffres hier soir, il y avait un objectif de 250 plateformes pour les aidants de personnes âgées. Aujourd'hui, il y en a 248 qui ont été créées sur le territoire. Donc l'idée et la stratégie maladie neurodégénérative, elle s'appuie sur cette politique prioritaire, c'est de miser sur ces plateformes que je vais appeler PFR, donc plateforme de formation et de répit, pour les aidants, pour qu'il y ait un lieu où ils puissent avoir de l'information, de la formation aussi sur les troubles de l'aider, et puis après accès à des solutions de répit. Je citais l'accueil de jour qu'on déploie, et on a notamment aussi autorisé, alors cet été, le relayage de longue durée par un intervenant unique. Si vous lisez les textes, donc ils peuvent être un peu arides, mais cet été, on a ciblé aussi principalement le public des troubles cognitifs avec des troubles du comportement, en se disant que spécialement pour vous, aidants de personnes qui ont une pathologie neurocognitive, ce relayage longue durée avec un intervenant unique qui pouvait être particulièrement bénéfique. Donc aujourd'hui, et le cœur de cette stratégie, c'est de pouvoir reconnaître, préserver votre engagement au quotidien, mais tout en ayant une attention sur votre santé, votre engagement professionnel, vos loisirs aussi, et de donc réussir à vous redonner du temps. Voilà. Merci beaucoup, Capucine Lullian, pour ces éléments. On vous applaudit absolument. Et donc, nous avons grand plaisir d'accueillir Paola Barbarino, directrice d'Alzheimer's Disease International. On va bien sûr parler avec vous de la conférence qui va se passer à Lyon l'an prochain. Mais peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots d'ADI et de ces actions de plaidoyer, puisque vous avez enregistré des beaux succès récemment? Merci. Peut-être avec les microphones, c'est mieux. Je suis désolée que mon français n'est pas capable de faire cette intervention sans lire. En premier, a dit jusqu'à récemment préconiser l'extension du projet du plan mondial d'action de santé publique contre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées de l'OMS. Merci pour la slide. Ici, vous pouvez voir la situation du plan mondial. En mai 2025, à l'Assemblée mondiale de la santé, les États membres de la OMS ont voté à l'unanimité de prolonger le projet de plan mondial d'action de santé publique contre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées jusqu'à 2031. Ce résultat est extraordinaire et vient après 18 mois de plaidoyer de part de ADI. Et si on peut mettre la deuxième. Ça, c'était nous très contentes avec l'équipe de la OMS. Bravo. Vraiment très contente. L'extension du plan mondial, qu'est-ce qui signifiait? Il signifie un énorme progrès par la lutte contre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées autour du monde. Cela signifie un engagement des États membres de la OMS, dont la France, à améliorer les efforts de prévention, l'accès aux nouvelles technologies, diagnostics, l'accès aux soins pour les personnes malades, l'accès au traitement, le soutien à les personnes atteintes de la maladie, et leurs aidantes, grâce à la mise en œuvre du plan national de lutte contre les maladies. Deuxièmement, mais la chose la plus importante, c'est qu'il me donne le pouvoir, pendant autres 6 années, d'écrire à tous les gouvernements du monde qui l'ont souligné et de les demander qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur la stratégie. Ça, c'est la chose la plus intéressante, qu'il donne à nous la possibilité, par exemple en France, con Alzheimer France, d'écrire aux ministères qui sont responsables, parce que celui-là, c'est un traité international. C'est pas une chose superficielle, c'est très important. Les gouvernements doivent nous dire qu'est-ce qu'ils font. La deuxième chose qu'on a fait cette année, nous avons fait un grand effort de faire reconnaître la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées comme une maladie non transmissible. Et ça, ici, c'est la
troisième diapo, si je peux. Merci. Alors, la chose qu'on a découverte il y a 2 années, avec Louise Arterton, qui est mon collègue qui est ici, nous étions dans un aéroport en un des pays du monde, on attendait un avion qui n'arrivait pas et on avait le temps de penser à ça. On a réalisé que la démence, la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées commence à être la principale cause de mortalité globalement. Dans ce moment, c'est la première cause de mortalité dans le Royaume-Uni, en Finlande, dans les Pays-Bas et dans l'Australie. Et aussi, beaucoup d'autres nations l'enregistrent comme la première cause de mortalité. Et une analyse de risque croissant de décès comme des maladies non transmissibles a été publiée par l'Organisation mondiale de la santé. L'analyse s'est concentrée exclusivement sur les causes de décès avant de 70 ans, laissant totalement de côté la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, dont beaucoup décèdent après l'âge de 70 ans. La maladie d'Alzheimer n'était pas tout considérée comme un MNT majeur. Cela nous a incité à commencer à militer pour que la maladie d'Alzheimer soit reconnue à l'échelle mondiale comme la principale MNT qu'il est. Si on voit la prochaine slide, et ça, celui-là sont les données. La mortalité liée à la maladie d'Alzheimer et la maladie apparentée en 2040. En rouge, c'est la maladie comme première cause de mortalité globalement. Nous avons mené des recherches avec l'université LSI à Londres et on a publié un article dans Nature Reviews Neurology en janvier 2025. Les données ont indiqué que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées devraient devenir la troisième cause de décès dans le monde à partir de 2040. Aussi, la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées devraient également figurer parmi les 10 principales causes de décès dans 166 pays. À ce stade, nous avons décidé de plaider avec force auprès des Nations Unies pour que la maladie d'Alzheimer soit reconnue comme une maladie non transmissible. Nous savions qu'en septembre 2025 s'y tiendrait une réunion de haut niveau sur les MNT qui aboutirait à une déclaration politique signée par tous les États membres. C'était notre chance. Nous avons écrit à plus de 100 gouvernements et organisé un événement marquant avec l'OMS à New York en présence des membres des familles royales, des ministres de la Santé et des autres responsables. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées ont été officiellement reconnues dans le texte. Mais il y avait opposition des États-Unis et de l'Argentine, qui ont empêché l'adoption des déclarations par consensus. L'opposition n'était pas sur la question de la démence, c'est quelque chose de complètement différent. Nous espérons en ce moment que les États membres voteront officiellement et adopteront la déclaration dans les mois à venir. Ça, c'est incroyablement important. Pourquoi? Parce que l'inclusion permettra à notre association membre dans plus de 120 pays de collaborer avec la communauté des maladies non transmissibles, une communauté qui partage de nombreux facteurs de risque et d'accélérer la diffusion des messages de prévention et de réduction des risques, similaires à ceux utilisés pour les cancers ou les maladies cardiaques. Nous savons désormais que 45% des cas d'Alzheimer pourraient être évités grâce à l'adoption de mesures de réduction de risque. Cela représente un nombre considérable de cas. L'argument économique en faveur de cette mesure est incontestable. Merci beaucoup pour cette première présentation. On vous applaudit parce que voilà, ce sont de très très beaux combats. Bien sûr, on va parler de la 37e conférence, Paola, qui va être organisée à Lyon l'an prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et notamment, comment vous avez choisi les thèmes qui vont être abordés au cours de cette conférence? Ah, OK. Yes. Just a second. That goes at the end. OK, so
La question est pourquoi c'est important et quels sont les temps que nous avons choisis. Celui-là, c'est le moment parfait et je dois remercier ici tout Alzheimer France et Lorraine et Benoît et le président et le wonderful Gérard pour avoir nous convaincus que celui-là, c'est le moment parfait pour nous d'avoir la conférence à Lyon. Depuis le 4 de septembre, la France a lancé une nouvelle stratégie dédiée aux maladies neurodégénératives et nous souhaitons qu'elle soit concrètement mise en œuvre. Et c'est très intéressant d'écouter Capucine qui nous a expliqué exactement qu'est-ce qu'on va faire. Mais pendant trop longtemps, il n'y a pas eu de plan national pluriannuel en France dédié à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées. Je rappelle que selon notre report From Plan to Impact 8, publié lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai, seuls 45 États membres de la OMS ont mis en place des plans nationaux de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et j'imagine que j'ai un diapo là. Ici, la prochaine. Non, il n'y a pas. OK. La France n'a pas un plan mondial. Si vous voyez la map, il n'y a pas la France là comme un des pays qui a un plan dédié à la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. De 2014 à 2019, la France a intégré la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées dans les plans maladies neurodégénératives. Et avant le 4 septembre dernier, elle n'avait pas mis en place de plans pluriannuels spécifiques, financiers et véritablement déployés. Il est extrêmement important, en particulier dans le contexte des nouveaux traitements, des innovations diagnostiques et de la nécessité de soutenir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de disposer d'un plan national. Il est impératif d'attirer l'attention de la France sur l'importance cruciale de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées dans ces pays, car il ne fait aucun doute que la demande des citoyennes et manière de soutien va augmenter à mesure que celles-ci se répandent. Wait a sec. Un plan national sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées est essentiel pour comprendre et planifier la priorité à mettre en œuvre les financements à dédier et voir ce qui est disponible afin de garantir que tous les Français ayant les mêmes chances d'accéder au traitement et à du soutien s'ils les souhaitent. Un plan offre également l'occasion de mieux suivre et favoriser la réduction de risque de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées et de mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour sensibiliser le public aux risques spécifiques associés à la maladie d'Alzheimer. Il appartient à la France de déployer concrètement la stratégie nationale actuelle et de veiller à ce que les personnes atteintes de ces maladies et leurs aidantes aujourd'hui et à l'avenir bénéficiant du soutien, des soins et d'un accès au traitement adéquat. Et la question du traitement, c'est très important maintenant parce que le lecanemab n'était pas approuvé en France. Et logiquement, on a fait beaucoup de soutien cette année sur la question des voyageurs par obtenir traitement. Et l'inégalité qui dérive du problème que les personnes ne peuvent pas voyager pour le traitement. Et je me reste ici parce que c'est suffit. Alors, c'est pourquoi vous devez venir à Lyon à faire un petit peu de bruit, beaucoup de bruit, avec le gouvernement français. Parce que la question, c'est, si nous n'étions pas beaucoup de monde, pourquoi un gouvernement devait donner à nous la priorité, ainsi qu'à toutes les autres maladies qu'il y a. Mais la question, c'est que nous devenons la maladie la plus grande du monde très, très prochement. Et il y a beaucoup de gouvernements qui ont la tête sur la sand. How do you say? They're like, oui, la tête
la tête dans la cendre. Et ça, c'est un problème énorme parce que la population mondiale veut à grandir, veut à devenir plus vieille partout, pas seulement dans les pays développés, aussi dans les pays qui sont en train de devenir plus développés. Tout le monde a ce problème. Et moi, je suis messagée avec des ministres de la Santé qui m'ont dit il n'y a pas de la démence dans mon pays. Et ils m'ont dit ça à moi. Je suis le chef de l'organisation qui a publié les données mondiales sur la prévalence et l'incidence pour la première. C'est ridicule. Et ça, c'est une chose qui peut être seulement bouleversée si tous nous essayons de bouleverser ça et de faire un changement de cœur de les gouvernements. On a besoin de tout vous. Pour plaisir, venez, faites du bruit, faites quel que vous voulez, mais on doit être ici et avoir au fin de cette procès un plan dédié. Il est très rare que la OMS a un plan dédié à une maladie. Et en fait, nous sommes probablement la seule qui a un plan dédié à une maladie. Ça, c'est parce que l'Alzheimer, les maladies apparentées ne sont pas une question nationale, sont une question sociale. Ne touche pas seulement le ministère de la Santé, le ministère des Finances, le ministère de les pensions, de la retraite, comme on a écouté, le ministère des Soins. Dans chaque pays, il y a normalement 3 ou 4 ministères. Quand j'ai allé en Chine, qui maintenant a un plan, je parlais typiquement avec 3 ou 4 ministères pour les convaincre que c'est une chose importante à faire. Et c'est complexe, c'est très complexe. On doit faire quelque chose sur ça. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci Paola, vous êtes une formidable ambassadrice. Lorraine Gilly, donc est-ce que vous souhaitez peut-être réagir aux propos de Paola avec la bonne nouvelle de la stratégie, mais aussi la mauvaise nouvelle du refus de l'accès précoce au lecanemab? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais réagir d'ailleurs aux propos de Paola et aux propos de Capucine. Tout d'abord par rapport à la stratégie nationale maladies neurodégénératives qui a donc été lancée le 4 septembre. Capucine Hullian a rappelé le contexte et effectivement c'était une stratégie que l'on attendait depuis très longtemps. Je crois que véritablement on a pu compter sur la détermination de la DGCS et du cabinet de Madame la ministre, Madame Parmentier-Lecocq, pour voilà lancer cette stratégie. Je crois d'ailleurs que, alors on connaît le contexte politique actuel, mais je crois véritablement que l'organisation de la conférence internationale à Lyon en 2026 n'est pas pour rien non plus dans ce lancement voilà que l'on attendait. Et juste, je souhaitais rappeler quelle sera la vigilance aussi de France Alzheimer par rapport à ce qu'a présenté Capucine et par rapport à ces 6 axes forts que contient la stratégie. Donc déjà, être vigilant quant à sa mise en œuvre concrète. Hein, on attend véritablement de pouvoir maintenant démarrer les travaux et de rentrer dans le concret afin de pouvoir voilà déployer l'ensemble des mesures sur l'ensemble du territoire. Ensuite, effectivement, nous serons très vigilants quant aux financements qui seront dédiés à cette stratégie. Hein. C'est les financements, c'est véritablement aussi le biais par lequel s'affirme la volonté politique sur le long terme de véritablement répondre à cet enjeu majeur de santé publique et à déployer cette stratégie concrètement. Ensuite, il y a un enjeu très fort aussi, et on l'a cité à plusieurs reprises quand on a participé aux travaux, et on a pu le citer lors du lancement aussi, hein, et la DGCS l'a cité également, c'est l'importance d'évaluer sur le long cours la mise en œuvre de cette stratégie pour pouvoir s'adapter au fur et à mesure, voilà, aux réalités territoriales. Ensuite, effectivement,
l'enjeu, c'est celui de la transversalité. La transversalité avec d'autres réformes ou d'autres stratégies qui sont en cours. Et vous avez évoqué le sujet des aidants. Il y a la stratégie nationale Agir pour les aidants, voilà, qui est un petit peu à l'arrêt en ce moment, mais dont on espère véritablement que la dynamique va reprendre et qu'elle se fera en toute transversalité avec la stratégie maladie neurodégénérative. On a cité un enjeu, c'est celui du répit de longue durée de l'aidant, hein, puisque France Alzheimer défend la pratique du baluchonnage. Et donc, voilà, nous espérons que c'est quelque chose qui va véritablement se déployer sur l'ensemble du territoire et que chaque aidant, quand il en a besoin et où qu'il se trouve sur le territoire, puisse avoir accès à ces prestations de baluchonnage. Ensuite, un dernier enjeu pour nous, c'est celui des spécificités liées à chaque pathologie. Voilà, on est dans une stratégie maladie neuroévolutive 2025-2030 avec des axes forts et des mesures que l'on attendait depuis longtemps sur des enjeux qui peuvent être communs à toutes ces pathologies, mais il ne faudra pas oublier, nous ne pouvons pas faire l'économie de toutes les spécificités liées à chaque pathologie aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faudra aller chercher et travailler ensemble pour pouvoir répondre de manière adaptée aux besoins de toutes les personnes malades. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Paola nous a appelé à faire du bruit autour de la conférence de Lyon. Est-ce que la France est prête à accueillir cette stratégie? Alors, en tout cas, comme le dit Paola, le timing est parfait. Je crois que le timing est parfait parce que justement, nous lançons une dynamique grâce au lancement de cette stratégie. La France n'avait pas eu un plan dédié, véritablement porté, financé et déployé depuis de nombreuses années. Et donc, c'est vrai que là, avoir finalement le soutien de la communauté internationale, c'est aussi pouvoir aller auprès du gouvernement et rappeler à quel point il y a toute une communauté internationale qui œuvre aussi au quotidien pour améliorer concrètement le quotidien des personnes malades et des familles où qu'elles se trouvent dans le monde. Donc, je pense véritablement que le timing est parfait. Je pense que nous serons prêts, nous faisons tout pour être prêts. Et effectivement, j'appelle, comme Paola, toute la communauté en France à se mobiliser pour faire de cet événement véritablement un temps fort de la mobilisation internationale autour de cet enjeu et le monde aura les yeux rivés sur voilà, la détermination du gouvernement français à répondre véritablement à cet enjeu majeur. Donc nous préparons. Nous interpellons, nous faisons du bruit. Je crois que nous avons le soutien aussi de la DGCS. Et voilà, je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'engagement et la détermination de France Alzheimer Rhône, de son président et de son équipe à faire de cet événement un grand succès de mobilisation internationale et nous en sommes ravis. Merci. On peut applaudir absolument et bravo à France Alzheimer Rhône. Une dernière question peut-être, Lorraine Gillet, avant de vous donner la parole. Vous représentez France Alzheimer dans différentes instances internationales. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi c'est important d'agir vraiment à chaque niveau oui, national à l'international? Oui, alors au-delà d'important, je pense que c'est même indispensable en fait. Donc effectivement, on représente France Alzheimer auprès d'Alzheimer Europe et d'Alzheimer's Disease International. Et pour nous, ces deux réseaux sont essentiels. Déjà parce qu'ils nous permettent de nous retrouver entre associations qui œuvrent au quotidien avec les mêmes objectifs, celui d'apporter des réponses toujours plus concrètes et adaptées aux personnes malades et à leurs proches aidants, où qu'elles se trouvent. Et ça, c'est déjà essentiel. Ensuite, c'est une chance de pouvoir justement échanger entre nous, partager des bonnes pratiques, porter des stratégies communes de plaidoyer et bien sûr, comme le disait Paola,
pour prendre l'exemple d'Alzheimer's Disease International, avec le travail qu'ils font au niveau des instances internationales comme l'OMS, avec les rapports qu'ils publient, avec les données auxquelles ils nous permettent d'avoir accès, c'est très enrichissant et ça nous permet, nous aussi, de renforcer notre plaidoyer au niveau national et d'avoir véritablement accès à une perspective aussi. On peut mettre en perspective notre travail au niveau national et c'est très important. Et je vais citer un exemple, c'est le travail formidable que on peut faire entre associations francophones membres d'Alzheimer's Disease International où véritablement on se soutient et on arrive à mettre en place des projets fabuleux pour voilà, tous partager nos expériences et entrevoir des solutions adaptées pour chaque pays. Donc ça, c'est essentiel. Et effectivement, ça nous donne aussi de la force quand on se retrouve en France avec un refus d'accès aux innovations thérapeutiques où voilà, on est plusieurs parties prenantes à être mobilisées pour voilà, se battre contre ce refus, permettre aux patients français éligibles d'avoir rapidement accès à toutes ces innovations thérapeutiques et aux innovations diagnostiques qui vont arriver également. Donc voilà, les réseaux nous donnent de la force, nous permettent d'échanger entre nous et c'est essentiel pour notre travail au quotidien. Merci beaucoup et bravo Lorenzili. Alors, c'était une nouvelle table ronde très riche, donc j'imagine que vous avez des questions ou des réactions. Oui. Ah, le micro est parti là. On vous écoute, madame. Oui, moi, ma question, tout à l'heure, la dame a parlé d'Afrique aussi, des cas d'Alzheimer en Afrique. Je voudrais savoir quels sont les pays d'Afrique que vous avez, avec lesquels vous avez contact et le taux de malades. Et parce que moi, c'est un peu rare quand même chez nous. Je vois qu'en Europe, le cas d'Alzheimer, c'est élevé. Mais en Afrique, tout Africain ici dans la salle, moi, mon grand-père, il était beaucoup âgé, mais il avait toute sa tête encore. La plupart des Africains, ils vieillissent normalement sans problème. Et vraiment, je sais pas. Je voudrais savoir un peu les taux d'Alzheimer en Afrique et quel pays. Merci, madame. Un petit zoom, Paola, sur l'Afrique et les perspectives. Je n'ai pas la map avec moi, mais si vous la voyez, vous réaliserez que les continents du monde avec moins de plaines, c'est l'Afrique. Tout à fait, l'Afrique, c'est le seul continent du monde qui n'a pas de plaine pour la démence du tout. La première fois que j'ai parlé avec un ministre de la Santé en Afrique, il a dénié qu'il y avait l'Alzheimer dans son pays. Et nous avons publié un rapport mondial sur l'Afrique en 2017 qui, après, je peux vous donner les réseaux, comme ça vous pouvez le voir. Et on a travaillé pendant des années avec le Kenya et les Afriques du Sud qui nous expectons étions les premiers pays de l'Afrique subsaharienne à avoir un plan. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait rien. Et au moment, on est en train de travailler avec les Gambia qui nous a contactés parce qu'il veut être le premier pays africain qui travaillera sur ça. On a plus ou moins 12 membres africains des ADI. C'est le continent dans lequel on a moins de membres. C'est incroyablement difficile pour une organisation de se créer. Et nous, à TADI, on soutient les organisations à créer une société civile. Comme ça, on a un programme pour les strengthening, renforcer. Merci. Je suis en Espagne. L'autre journée, c'était fortalecimiento. Renforcer. Renforcer les organisations comme ça qu'elles peuvent lutter effectivement avec le gouvernement pour avoir
des moyens très modestes pour l'aide. Je sais qu'en Afrique, c'est un problème énorme, que le stigma en Afrique, c'est plus grand que partout le monde. On a publié un rapport sur les stigmas récemment, et encore c'est sur notre site web, par tout le monde, non, pas seulement pour l'Afrique, en France quand même. Et les niveaux de stigma sont incroyables. Les niveaux d'ignorance sur la maladie, c'est le même dans tout le monde. Les rapports sur les stigmas de l'année qui vient nous a fait découvrir que les 75% des médecins dans le monde ne comprennent pas que l'Alzheimer et les maladies apparentées sont une maladie et pas simplement des vieillisseurs bien. C'est incroyable. Ça, c'est le problème qu'on a au niveau de l'éducation. Ça, c'est la chose que seulement un gouvernement peut faire quelque chose sur ça. Nous ne pouvons pas faire d'éducation à ce niveau. C'est impossible. Mais si les médecins ne le comprennent pas seulement en Afrique, mais partout, on n'a pas d'espoir. Et comme ça c'est la raison par laquelle notre effort, tous ensemble, inclut les gouvernements, pour faire crescer l'éducation sur la maladie, c'est très important. Mais après, on peut avoir une conversation et je vous donnerai tous les liaisons à cette rapport. Et si vous voulez, vous pouvez faire partie du réseau international. On a besoin de plusieurs personnes d'Afrique. Merci beaucoup. Il y avait une question, voilà, Gérard d'Espèce. Oui, c'est pour Paola. Vous nous appelez à mobiliser. Or, le principal obstacle à la mobilisation, c'est la barrière de la langue. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de traduction? Ça, c'est très difficile parce qu'on a 55 langage principal dans le réseau. Très difficile. Alors, sur notre webinaire, que peut-être que vous avez accès, mais si vous n'avez pas, vous pouvez aller online dans tout notre webinaire. Nous avons une traduction avec AI, intelligence artificielle, dans 50 langages. Et ça, c'est incroyablement wonderful parce qu'il coûte très peu. Et nous n'avons jamais de ressources pour faire toutes ces traductions. Mais dans la conférence de Lyon, tous les plenaires seront traduits en contemporanéen, traduction simultanée. Et après, je pense qu'on est en train de voir si on a suffisamment d'argent pour avoir un stream de parallèles quand même traduit dans simultané. Tout le monde sera prévu, logiquement, qui est en France et qui sera très joli si ils font un effort à parler français le plus qu'ils peuvent. Mais tout le monde est dans le même problème. Il y aura les Japonais, il y aura les Coréens, il y aura les Chinois, il y aura les Uruguayens. C'est un grand problème pour tous nous. Merci beaucoup. Lorraine, vous vouliez ajouter Oui, non, quelque peut-être, chose? On va juste, pouvoir suivre la conférence en français, en tout cas non. Oui, et puis par rapport à ce que dit Paola, je rajoute également que il y aura une session par jour aussi francophone organisée. Donc voilà, ce ne doit pas être un frein à participer et à être grandement mobilisé pour cet événement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. On vous écoute. Oui, bonjour. Lisa Junglas. Alors, les accents se rencontrent. Je suis allemande d'origine. Je suis heureuse d'avoir ce congrès Alzheimer Disease International sur Lyon. C'est effectivement une grande chance et je m'imagine même pas l'organisation, mais ça doit être extraordinaire. Merci dans ce moment-là aussi à France Alzheimer. On peut aller avec 3 personnes de notre association qui
les billets sont pris en charge et ça, c'est une grande chance pour nous. Je souhaite partager avec vous une expérience sur le terrain d'un partenariat qui existe depuis 20 ans entre l'Allemagne et la France. Et c'est pas un simple partenariat entre deux associations avec des professionnels ou des bénévoles. C'est aussi un partenariat entre personnes malades jeunes ou moins jeunes, et leurs proches, qui se rencontrent une semaine par an pour échanger sur les thèmes politiques, sur les thèmes des termes de démence, termes aidant, aider, etc. Et on organise les conférences ensemble pour sensibiliser le grand public. On a eu des prix sur le niveau européen, sur le niveau national. Et moi, je trouve que les barrières de langue, oui, sont là. Mais comme on parle une seule langue ensemble, la même, qui est la maladie, on s'entend avec les mains, avec les visages, avec les expressions. On fait cuisine ensemble parce qu'on vit pendant une semaine dans une maison en gestion libre. Et faire la cuisine, partager la culture, aussi toutes ces expériences culinaires qui sont différentes, vivre dans la différence et se nourrir des différences les uns et les autres, c'est très riche. Alors, les actions de France Alzheimer sont beaucoup discutées en Allemagne, surtout à Munich. Il y a certaines actions qui sont prises comme ateliers parce que le workshop s'est transformé en atelier. Ils trouvent que le mot français est très, très joli. La langue française est très belle. Alors, il faut l'utiliser. Et nous, on a pris aussi des séminaires pour les couples, etc. Une idée de Munich. Alors, il faut échanger les idées. Je pense que c'est vraiment très, très important. Et je suis ravie de se rencontrer à Lyon très bientôt et entre toutes ces personnes différentes comme nous sommes. Et ça, c'est très riche. Merci d'être là aujourd'hui. Merci pour ce témoignage et bravo là aussi. Alors, on va prendre la question suivante, on vous écoute. Je vous remercie. Bonjour à tous. Ma question s'adresse à Madame Capucine Hullian. Vous parliez de colocation senior ou pas senior d'ailleurs pour les malades jeunes de la pathologie Alzheimer. Moi-même, je m'occupe de colocation dédiée aux malades de la maladie d'Alzheimer et aux personnes autonomes également. Et aujourd'hui, ma question, elle est plutôt sur votre mission d'une part en tant que pharmacienne. Quelle est votre position sur l'accompagnement de cette pathologie dans un univers qui n'est pas forcément médicalisé? Et mon autre question, elle est plutôt sur la position sur la politique de l'autonomie sur les années à venir. Est-ce que c'est une solution, puisqu'aujourd'hui, c'est des établissements qui sont non médicalisés, donc non enregistrés en tant qu'établissement. Et aujourd'hui, je témoigne en tant que professionnel, le nombre de familles qui m'appellent tous les jours pour trouver une solution pour leurs proches atteints de pathologie, parce que l'unité protégée n'est pas toujours la bonne solution selon le parcours du patient. Parfois, on peut pas répondre déjà à toute la demande et c'est pour nous très frustrant. Et au passage, si Madame Barbarino a une anecdote peut-être sur la partie internationale de la pathologie, est-ce que l'habitat partagé ou inclusif, c'est quelque chose qui est très répandu ou pas du tout? Merci pour cette question. Capucine Hullian, on commence. Je vais commencer par un éclairage plutôt du côté DGCS et après ajouter avec mon regard de pharmacienne. J'ai pas présenté l'entièreté des 37 mesures de la stratégie qui est sortie en septembre, mais une d'entre elles, c'est de réussir à déployer. Donc, on a utilisé le mot d'habitat partagé. Et de se dire, aujourd'hui, on voit, donc si on fait un zoom sur les colocations Alzheimer, on a des projets qui se déploient sur le territoire. Pour autant, on a un cadre juridique qui est relativement flou. On est à la frontière entre plusieurs mondes, l'habitat inclusif, l'établissement, le domicile. Donc, il y a un besoin de cadre juridique et il y a aussi des réflexions à mener sur le cadre économique. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des mutualisations de plans de l'allocation pour l'autonomie, mais on est sur des restes à charge qui sont considérablement élevés. Et donc, c'est une offre qui est réservée pour un certain type de personnes. Donc ça, c'est une première ambition. Cette ambition, elle répond à un objectif de pouvoir offrir aussi une palette de solutions
pour les personnes. On a des personnes demain qui, avec une maladie neurocognitive, voudront rester à domicile. Elles le sont. On a environ 60% des personnes qui sont atteintes de maladies neurocognitive en France aujourd'hui qui vivent à domicile et 40% en EHPAD. On pourrait faire une heure et demie de table, enfin la journée de table ronde sur les EHPAD aussi, et on sait bien que ça répond pas aux envies de tous. On a des Français qui y sont, mais on a quand même des revendications aujourd'hui pour déjà de aussi modifier le modèle de l'EHPAD. C'est ce qu'on essaye de faire, le rendre. On parle un peu d'EHPAD domiciliaire, mais comment on va travailler les petites unités de vie à l'intérieur de ces EHPAD, comment on va amener de l'accompagnement plus adapté. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que les colocs ou les colocations soient une offre parmi tant d'autres. Ça fait le point avec, ça fait aussi le lien avec ce que vous posez sur le regard international. Il y a 3 semaines ou 1 mois maintenant, j'étais invitée par la Fédération Médéric Alzheimer à aller à Berlin pour découvrir les colocations Alzheimer ou les colocations plutôt pour personnes âgées, personnes en perte d'autonomie dans la ville. Il y a 800 colocations rien que dans la ville de Berlin. J'ai 350-400 réservés aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce que moi j'ai trouvé frappant aussi avec un regard plus de professionnels de santé, c'est que on est allé visiter une colocation avec qui était dite de soins intensifs, avec des profils alors j'aime pas forcément ce mot, mais très complexes ou très lourds. On avait de la nourriture parentérale, des personnes qui étaient dans des fauteuils qui étaient à un niveau de perte d'autonomie vraiment très avancé. Et au bout de ça, au bout du couloir, vous aviez une cuisine ouverte, un salon et une salle à manger. Et alors ça, en tant que Français, dans notre modèle actuel, qui est plutôt sur 2 jambes avec l'hospitalier, le médico-social, mais on voit des structures très médicalisées, je vous rejoins, ça surprend. Ça surprend et moi je trouve que ça nous invite aussi à réfléchir la place du soin, quel niveau de médicalisation on veut, là où parfois au domicile on se pose quand même moins la question. Donc je trouve l'objectif et ce qu'on va pousser dans les travaux à venir et sur cette stratégie, c'est vraiment d'avoir une palette d'offres et de se dire aussi, alors la sécurité des personnes elle est essentielle, mais ça doit répondre aussi à l'envie des personnes, le niveau de médicalisation associé pour moi. Merci pour cette réponse. Paola, peut-être un complément. Est-ce que l'habitat partagé, les colocations, ça se développe au niveau international pour les personnes malades? Les colocations. What is a collocation? Habitat partagé? Yes. OK. Ça, c'est une question très difficile à répondre parce que nous, logiquement, on veut voir beaucoup de modèles de soins. Et, par exemple, je suis juste retournée de Macao où je vois des maisons gérées par les États et par des organisations comme Alzheimer France. Et j'ai été, comme toutes les fois, surpris. Parce que toutes les fois qu'on voit, on pense qu'on verra des modèles qui sont les mêmes. Hein? Mais effectivement, toutes les nations ont des façons de regarder ce sujet complètement différents. On sait, par exemple, on a publié un rapport mondial sur ça en 2022 sur les environnements, non? Sur les maisons de soins, sur les hôpitaux, sur les maisons et sur la colocation. Et je pense que la seule façon, c'est d'écouter personnes qui parlent de la façon dans laquelle ils en font. Et pour moi, dans les 8 années, les 9 années que j'étais à IDI, c'est intéressant de voir qu'il y a une évolution constante, mais aussi que tout le monde doit réagir différemment. Par exemple, en Europe, j'ai écouté beaucoup de professionnels, beaucoup de carers, aidants, qui, en Angleterre, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes avec la façon dans laquelle les minorités ethniques dans un certain milieu
ne sont pas respectés parce que la matrice dans laquelle ils habitent ne comprennent pas les besoins culturels. Mais moi, par exemple, je vois des maisons de soins en Malaisie. Malaisie a 3 groupes ethniques principaux, les Malais, les Chinois et les Indiens. Et dans la même maison, tous les besoins culturels et religieux étaient complètement considérés dans une façon qui n'était pas, comment on dit en anglais? En anglais, il y a un mot parfait pour ça. Je ne peux pas le rappeler, pardonnez-moi. Beaucoup de langage, mais qui n'était pas, qui ne cherche pas d'être autoritatif sur la façon dans laquelle la personne peut s'exprimer. Il n'y a pas importance les niveaux, l'étage de la maladie, mais dans tous les étages, il y avait une façon de regarder les besoins de l'individu. J'étais enchantée par ça. Et je n'ai pas vu beaucoup d'exemples comme ça dans les mondes. Dans cette maison que j'ai vue à Macao, j'étais plutôt choquée parce qu'il y avait personnes avec tous les étages. Il y avait personnes qui s'étaient logiquement dans les derniers jours de sa vie, qui encore recevaient de l'aromathérapie, des massages. C'était incroyable de les voir. Ça est joie, effectivement, de voir les niveaux dans lesquels les personnes peuvent être soutenues. Mais pour moi, en Europe, l'exemple des Pays-Bas, c'est incroyable. Leur ont cette maison dans laquelle toutes les personnes cohabitent. C'est un modèle fantastique, mais c'est très difficile à répliquer parce que c'est très, très cher. Alors, la différence, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a comme un État, avec les taxes qu'on paie, pour faire si que tout le monde peut avoir un niveau de qualité qu'on se peut permettre. Parce qu'au moment, la chose que je vois, il y a des îles de perfection. Plusieurs de fois, ils sont privés. Il y a un niveau très général, pas très bien, dans lequel beaucoup de la population se retrouve. Et ce niveau d'inégalité, l'inégalité, c'est la chose qui me préoccupe le plus. Merci beaucoup. Une question, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je peux répondre à Lisa. Lisa nous a permis une année d'aller rencontrer les Allemands. Mais là, le langage, c'est rien. On se comprend. C'est merveilleux. J'ai plein d'anecdotes, je n'aurais pour des heures à les raconter. Mais vivre ça, c'est merveilleux. Maintenant, j'ai été très fière qu'elle nous ait accordé ce privilège parce qu'on n'était pas de la région, mais je la remercierai jamais assez. Jamais, jamais assez. Merci Lisa. Et vive les échanges européens et internationaux. Il y a une question ? Est-ce qu'il y a une autre question? Je pensais que le micro était là-bas. Oui. On vous écoute. Bonjour. Moi, j'aurais une question concernant les parcours de soins. On parlait essentiellement du domiciliaire et des EHPAD. Sauf que quand notre proche commence à décompenser, à oublier, la première chose, c'est on va aux urgences et on se retrouve démunis. Par la suite, commence un parcours de soins qui n'est pas forcément celui adapté. On rentre chez nous au bout d'une semaine, 10 jours, un peu dans le vide. Qu'est-ce que j'ai pu voir la stratégie nationale là-dedans, il y a un certain nombre de parcours qui sont énoncés. Quels sont à l'heure actuelle les freins pour ces mises en place-là? Parce qu'on a l'impression du côté aidant que
on est laissé un peu à l'abandon, que comme cette maladie-là n'a pas de, comment dire, n'a pas de médicaments, on n'a pas un parcours type comme le cancer par exemple. On n'est pas rappelé au bout d'une semaine, 2 semaines, le suivi n'est pas le même. Des complexités. Pour moi, il y en a beaucoup. Je pense que l'absence de traitement est une partie de l'histoire et du fait qu'aujourd'hui, on a des systèmes d'urgence, notamment ce que vous citiez, qui sont mis de plus en plus sous pression par le vieillissement de la population. Et donc, on est face à des maladies où il n'y a pas ce parcours de soins forcément très carré comme le cancer, ce que vous citiez. Et donc, on est face parfois à une appréhension, des stigmas aussi que vous citez sur les troubles cognitifs et sur des complexités pour savoir les prendre en charge. C'est là où pour moi, on a un enjeu très fort de formation aussi aux interventions non médicamenteuses. Parce qu'en fait, on ne dit pas de traitement, mais c'est pas de traitement médicamenteux, comme vous avez une chimiothérapie pour le cancer. Pour autant, aujourd'hui, on a de la preuve qui s'accumule pour la prise en charge et un traitement donc pour retarder les troubles cognitifs notamment, pour retarder l'évolution de la maladie. Et puis après, quand on a vraiment des troubles du comportement, troubles psychocomportementaux, là aussi, on a des recommandations scientifiques avec des traitements adaptés et une prise en charge. Donc en fait, on a juste un rapport un peu différent entre la chimiothérapie ou le comprimé qu'on avalerait et l'intervention non médicamenteuse à mettre en place. Donc en fait, pour moi, il y a aussi un rôle là qui peut être étatique, mais en fait dont aussi, sur lequel agit France Alzheimer et toutes vos unités locales sur la formation et la déstigmatisation de la maladie, et donc réussir à diffuser les bonnes pratiques pour la prendre en charge. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Plus de... Ah, pardon. Oui. Alors, est-ce que vous avez le micro ou non? Excusez-moi. J'arrive tout de suite. Ah oui, bon. Les 2 questions. S'il vous plaît, monsieur. Hop. Merci. C'est une question pour Madame Hulien. Donc, je suis Marilène Barrière-Canejane, présidente de l'association France Alzheimer, maladies apparentées dans le Cantal. Madame Hulien, vous avez beaucoup parlé dans le cadre de la stratégie nationale des axes de travail sur la sensibilisation, la formation, notamment des professionnels de santé, des aidants à domicile dans les EHPAD, enfin différents profils. Or, peut-être plus en milieu rural qu'ailleurs, nous sommes en pénurie de ressources humaines dans quasiment chacun des métiers que vous avez évoqués. Est-ce que dans le cadre de cette stratégie nationale, il y a un volet qui est prévu pour travailler plus particulièrement avec peut-être le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement pour motiver les jeunes générations à aller vers ces métiers-là? Je pense notamment en particulier vers les métiers d'aide à domicile, des EHPAD et un certain nombre d'autres dont on a besoin. Merci beaucoup pour cette question. Capucine. Alors, si vous regardez le document qui est sorti en septembre, vous ne verrez pas de mesures là-dessus, mais parce qu'on s'est attaché à un exercice un peu particulier. C'est d'essayer de dissocier ce qui était spécifique aux maladies neurocognitives et aux maladies neurodégénératives et ce qui était plus spécifique aussi à notre système de santé et notre système médico-social actuel et aux problématiques qu'il rencontre. Et donc, notamment, les pénuries de ressources humaines. Donc ça, aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées pour essayer de notamment créer des vocations, en particulier dans le social. Vous l'avez peut-être vu passer il y a quelques semaines, mais il y a une grande campagne nationale de communication qui a été relayée par le gouvernement qui s'appelle Prendre soin, pour aussi
inviter les plus jeunes générations à se lancer notamment dans les métiers de l'aide à domicile. Et après, par contre, nous, on est allé sur des axes de formation plus spécifiques. Notamment, on a une réflexion pour créer, alors ça s'appelle une formation spécifique transverse qui est destinée aux internes en médecine sur la fin de leur parcours pour se spécialiser sur la cognition, les troubles du comportement. Donc, nous, on est allé là-dessus dans la stratégie pour se dire qu'on a besoin de professionnels spécifiques à la maladie d'Alzheimer, mais plus globalement, il y a des travaux aujourd'hui au niveau du gouvernement pour travailler sur cette pénurie de ressources humaines. Donc il y a ce que je vous disais, la campagne nationale Prendre soin. On travaille aussi peut-être vu à la refonte du métier infirmier, donc essayer de donner d'autres compétences à ces professionnels pour essayer d'inciter plus de monde et le rendre plus attractif. Pour les EHPAD, il y a un grand plan de financement qui est géré au sein de la DGCS pour obtenir d'ici 2030 50 000 ETP supplémentaires. Ça croît doucement. Donc en fait, oui, là, on a une politique très transversale pour essayer de lutter contre cette pénurie RH. Paola, est-ce que... Ajouter quelque chose sur ça. Ça, c'est un des problèmes les plus grands qui existent globalement, que les gouvernements sont intéressés à résoudre. Parce que c'est un problème pour tous. En Asie, est devenu un problème énorme parce que l'Asie, c'est un exporteur net des professionnels de la santé spécialisés sur les maladies de l'âge. Par exemple, les Philippines, l'Indonésie, etc. Mais les gouvernements sont intéressés à les résoudre, mais à un niveau théorique. Parce que maintenant, il n'y a pas beaucoup d'actions pour faire effectivement la chose que vous disiez, d'entraîner les personnes dans les nations et de les intéresser au fait que ça, c'est une profession du futur. Et il est une profession du futur parce qu'on aura besoin plus en plus de ça. Il y a de la difficulté à comprendre qu'il y a deux choses différentes. Un, c'est de parler qu'il y a un problème et l'autre, c'est de faire quelque chose pour le problème. Et l'éducation, maintenant, n'est pas encore au niveau qu'on a besoin. Parce qu'il y aura 10 années, peut-être plus, pour former, encadrer, entraîner une classe de professionnalistes du futur. Et on voit que par les 2040, on aura un problème déjà. On doit se préparer plus tôt. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous avez parlé de désert médical. Vous avez parlé de vieillissement de la population, mais vous n'avez pas évoqué une autre tranche, c'est celle des personnes seules qui vieillissent seules, sans aidants. Comment sont-elles localisées, soignées et suivies, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Capucine Lyon, est-ce que là aussi il y a des mesures Là aussi, on touche à un sujet très transverse du vieillissement, l'isolement social. Donc, évidemment, il y a des actions pour essayer de le limiter et qui prend tout son sens dans les maladies neurodégénératives ou neurocognitives comme Alzheimer ou autres maladies apparentées, puisqu'on sait qu'en plus, le lien social, l'absence de lien social, est un facteur de risque de ces pathologies. Donc aujourd'hui, je peux vous citer plusieurs politiques. Déjà, on a une action pour les aides à domicile pour qu'elles puissent, en dehors des plans d'aide, les départements puissent financer des heures de lien social, par exemple. Ça fait partie des premières actions. Mais on finance aussi, pareil, au niveau des départements, des actions collectives grâce à une conférence des financeurs de la perte d'autonomie notamment, qui vont permettre de financer des actions autour du lien social pour que les gens puissent se retrouver au sein d'une communauté. Ensuite, évidemment, la question rurale est prégnante et c'est pour ça notamment que dans le cadre des travaux sur les accueils de jour qu'on va mener, on réfléchit et une des questions centrales, c'est le transport. Comment on va pouvoir soit avoir des structures itinérantes qui vont pouvoir se déplacer dans des territoires ruraux pour toucher le plus de monde possible, mais sinon comment on va permettre aux personnes de se transporter et quelle prise en charge aussi par la sécurité sociale de ces transports pour essayer de là avoir des activités thérapeutiques, mais aussi avoir du lien social. Voilà.
Paola. Venez à Lyon, on a un panel qui c'est expressement sur ce sujet-là. On parlera de l'isolation, mais de l'isolation pas seulement des personnes qui sont atteintes de la maladie, mais aussi des proches aidants, particulièrement jeunes. Parce qu'il y a un problème de dépression de deux côtés et l'isolation, c'est maintenant un problème énorme globalement. En Japon, en Chine, qui ne s'expectaient pas, non? Parce que ce sont des nations qui sont normalement très fortes dans la texture familière. Mais dans ce moment, tout se change. Et ça sera un des plus grands problèmes du futur. Venez à Lyon et on peut en parler. Voilà. Oui, monsieur. Bonjour, Federico Palermiti à nouveau, président de France Alzheimer des Alpes-Maritimes. Sur la stratégie maladie neuroévolutive, une question sur la question des personnes handicapées vieillissantes qui auraient des troubles cognitifs. J'ai eu la chance de participer à la communauté mixte de recherche d'IMA sur déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer financée par la CNSA. Et on sait le nombre de freins liés à cette population spécifique. Et on parlait tout à l'heure d'handicap cognitif. Je trouve que c'est un bon exemple de situation où la barrière de l'âge, les financements, les passerelles entre champ du handicap et personnes âgées est à mon avis à soulever. Et merci Paola, grazie tanto de ton énergie de faire en sorte que la France soit mise à l'honneur. J'espère que à Lyon, on aura le même engouement et qu'on deviendra la même locomotive que la France a été en 2008 avec le troisième plan Alzheimer. Donc merci de ton énergie et je pense que personne ne peut imaginer la force qu'a ADI au niveau international, comme là Alzheimer Europe au niveau européen, et le fait que vous veniez aider des associations locales dans leur pays, c'est un événement incroyable. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans les pays, notamment d'Afrique du Nord, et je sais l'importance de votre mission et le coup de pouce que vous pouvez nous donner. Donc, soyons tous au rendez-vous pour la France, grâce à toi, à Lyon. Merci. Merci de ce rappel qui vaut bien des applaudissements. Et donc, Capucine Lulian sur les personnes. Merci de votre question sur les malades jeunes, parce que, parce qu'en fait, derrière ce que j'évoquais au début sur les malades jeunes et sur le fait de collecter dans un premier temps aussi, faire un recueil du besoin pour créer des structures adaptées. Pour moi, derrière les sujets jeunes, on va avoir deux grandes catégories de personnes aujourd'hui. Donc, je peux encore creuser le sujet, mais j'en vois deux grandes. Vraiment, les personnes qui ont une déficience intellectuelle et on voit qu'ils vont développer des troubles cognitifs qui peuvent être en structure ou non. On sait que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que leur présence dans des structures où on les croyait plus ou moins stabilisées va devenir très complexe autour de 40-50 ans. Et donc, on va avoir là aussi des professionnels assez démunis pour réussir à prendre en charge les troubles cognitifs ou psychocomportementaux qu'ils n'avaient pas vus auparavant. Donc là, il y a un enjeu, je vais me répéter, mais là aussi de formation ou en tout cas de recours à l'expertise et d'organiser des réseaux autour. Je pense à une masse spécialisée à Angers, etc. Mais de se dire comment on crée un relais d'expertise pour les structures qui accueillent des personnes avec des troubles cognitifs, la déficience intellectuelle, pardon. Et de l'autre côté, on va avoir des personnes, comme on a eu le témoignage tout à l'heure, en emploi, qui vont développer des troubles très précocement et qui vont donc avoir une rupture dans leur parcours de vie assez importante, où là, j'estime qu'il faut aussi une autre réponse et on va pas être sur les mêmes besoins. Donc en fait, derrière cette mesure de la stratégie qui est affichée pour les sujets jeunes, on a des réalités assez différentes et on a besoin aujourd'hui de les décortiquer un peu pour créer des structures les plus adaptées ou alors créer ce réseau d'expertise, comme je vous disais. Merci beaucoup et ce sera donc le mot de la fin.